Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite du coup la bienvenue dans ce webinaire. Le but... Aujourd'hui, on va parler justement de comment automatiser un petit peu certaines justement actions que vous pouvez faire aujourd'hui manuellement. Donc, le but, c'est de passer un petit peu sur justement des choses un petit peu automatiques. Moi, c'est Julien. Du coup, je ne sais pas si j'ai probablement dû avoir certains d'entre vous déjà au téléphone. Je suis du coup au support technique et tout ce qui concerne un petit peu la conformité. Donc, voilà. Si jamais, soit on s'est déjà connu, soit on se connaîtra bientôt. Dans ce webinaire, juste pour reclarifier un petit peu, au niveau du chat, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai du coup mon collègue en back-office qui pourra justement les répertorier pour que je puisse y répondre du coup à la fin. Bien entendu, seulement les questions du coup qui seront en rapport avec le webinaire et qui pourront du coup intéresser tout le monde à ce moment-là seront répondues. Sinon, je vous enverrai un petit mail après. Mais n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions un petit peu spécifiques, du coup, à nous envoyer un mail pour que justement on puisse étudier votre cas plus précisément. À l'oral, ce sera surtout beaucoup plus simple. Alors, aujourd'hui, quel est le programme ? Concrètement, on va faire un petit tour d'horizon du coup de l'ensemble des automatisations qui existent aujourd'hui du coup sur Kizeo Forms. Donc, on va regarder les intégrations qui ont été développées de notre côté pour faire des liens directs avec d'autres logiciels, mais aussi du coup les automatisations internes qui peuvent paraître floues, vous êtes peut-être déjà passé dessus, mais sans vraiment rentrer dedans. Donc, on va faire un petit tour d'horizon, histoire de faire un petit bilan, un petit état des lieux. Par la suite, en fait, j'ai décidé d'axer en fait ce webinaire sur des demandes qu'on a relativement souvent, à savoir pouvoir compiler l'historique de plusieurs formulaires et pouvoir justement recevoir un email à une récurrence que vous souhaiteriez. Donc, ce sont les deux gros points qu'on verra juste après. Donc, pour le premier, on va plutôt se concentrer sur le webhook. Donc, pour justement avoir cette idée d'automatisation. Et dans le deuxième, on regardera un petit peu plus en détail le Swagger, du coup, qui reprend l'ensemble des requêtes qui sont possibles. Voilà. Alors, on va commencer de ce pas. Tac. Normalement, vous voyez mon écran. Alors, si on regarde aujourd'hui, lorsque je rentre du coup dans un formulaire et que je vais du coup dans la configuration des automatisations, j'ai tout ce petit panel d'options. Pour commencer, donc Dropbox, on va commencer du coup peut-être plus par les intégrations du coup qui ont été faites du coup par Kizeo pour se lier à d'autres logiciels, et après on fera les internes. Alors, du coup Dropbox concrètement, un logiciel relativement connu sur lequel en fait vous pouvez faire du coup du dépôt de documents. Donc vous liez votre formulaire avec Dropbox et derrière vos documents vont se déposer automatiquement. Ça nécessite par contre une configuration du coup d'un compte Dropbox à votre compte Kizeo Forms. Donc c'est un compte par compte. Un compte Dropbox par compte Kizeo Forms. Le compte de signature électronique, c'est la même chose. On parle de DocuSign. Concrètement, une fois qu'une donnée est saisie, le rapport va être envoyé à DocuSign qui, lui, du coup, permet de rediriger du coup, vers les personnes que vous aurez sélectionnées pour une signature certifiée par DocuSign. Le stockage de documents, ça concerne en fait un nouveau produit Kizeo Forms, Kizeo, du coup, qui s'appelle Kizeo Vault. Vous avez normalement reçu une communication à cet effet. Vous pouvez la tester également. Ça permet donc du stockage justement de vos exports, l'horodatage du dépôt, des signatures certifiées, de la traçabilité sur la consultation, sur qui a accès. Voilà. Vous pourrez demander du coup à vos chargés de compte de vous faire une petite démo. Il n'y a aucun problème. Voilà. Le FTP qui est ici, concrètement, vous mettez les informations du coup de votre serveur FTP et derrière le dépôt du coup des données, ce que vous souhaitez y déposer pour que tout soit déposé. Il n'y a pas de particularité spécifique. Vous mettez un identifiant, un mot de passe, vous configurez vos exports, à quel moment est-ce que ça se déclenche et
si justement vous voulez mettre des conditions supplémentaires. Rien de bien compliqué. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail du coup par rapport aux automatisations internes à Kiséo. C'est-à-dire que vous pouvez tout paramétrer directement ici. Je suis sur mon formulaire intervention de type A, puisque je suis parti du principe en fait que pour que ça parle au plus de monde possible et que vous puissiez justement vous voir un petit peu ce qui peut être utile, les champs, tout est très basique, entre guillemets. Du coup, vous pourrez transférer idéalement vos cas d'usage à justement ce que vous faites vous individuellement. Le transfert automatique, qu'est-ce que c'est? Ça permet en fait, lorsqu'un utilisateur saisit une donnée, qu'il ne la saisisse pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a l'illusion de saisir une donnée, mais en fait, vous, ce que vous mettez en place, c'est justement un envoi de cette même donnée vers un autre utilisateur. Donc, à ce moment-là, ce que vous faites, en fait, c'est que vous paramétrez vers qui est-ce que vous souhaitez envoyer cette donnée. Hop. Donc, par exemple, je veux l'envoyer à CDG2 tout le temps. Ou alors, je veux que ça s'envoie à la personne qui a saisi du coup, le début de la donnée, ou alors à un champ, à un utilisateur qui aura été saisi dans l'un des champs du formulaire. Et une fois qu'en fait, je sélectionne ça, lorsque mon utilisateur va appuyer sur « Enregistrer », eh bien, en fait, automatiquement, ma donnée, elle va générer, du coup, un push vers, du coup, la boîte de réception de mon destinataire. Là où c'est intéressant, vous avez, du coup, des conditions d'envoi, donc soit à l'enregistrement qui sera un faux enregistrement, soit à la modification d'une donnée. Par ailleurs, en plus de ça, vous avez la possibilité de mettre des conditions d'envoi avancées, c'est-à-dire, par exemple, c'est uniquement si cet utilisateur qui a ce champ personnalisé-là que le transfert automatique doit se déclencher. Ou alors, si dans un champ particulier, il a sélectionné une partie spécifique. Le numéro est égal à 80. Admettons. Non, c'est pas celui-là. Admettons. Là où c'est très intéressant aussi, c'est que justement, vous avez la possibilité du coup de mettre des fonctions et dans vos conditions d'envoi. Donc, c'est-à-dire que ces deux-là doivent être respectés pour que le transfert automatique s'effectue. Mais j'ai aussi du coup la fonction ou. Donc, ce qui veut dire que je peux avoir plusieurs possibilités, plusieurs contextes qui vont me permettre de déclencher ou non ce transfert automatique. Concrètement. Donc, soit j'en mets plusieurs dans ma condition 1, je peux en mettre plusieurs dans ma condition 2, et ainsi de suite. Je valide à chaque fois ici, et ensuite j'enregistre pour qu'un transfert auto se déclenche. Hop. Le push automatique, lui, est un petit peu différent. Alors, qu'est-ce que c'est le push automatique? On va en faire un ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est? Le push automatique, c'est je saisis une donnée, et à ce moment-là, dans un formulaire A, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une donnée pré-remplie avec les informations que je viens de saisir dans mon formulaire A dans un formulaire B. Je m'explique. Je choisis du coup un formulaire, un deuxième formulaire, vers lequel en fait je vais pusher ma donnée. Je veux que ce soit un utilisateur qui aura été sélectionné dans un champ du formulaire, aujourd'hui non, mais un utilisateur qui serait moi, par exemple. Et là, en fait, je vais sélectionner quel champ de mon formulaire parent doit créer une donnée, doit remplir le champ de ma donnée enfant. Donc, par exemple, je veux que mon choix de site remplisse le choix du site de mon formulaire B. Je veux que le numéro remplisse le numéro, et ainsi de suite. Et je remplis, et je remplis. Je veux que ma liste, non. Mon calcul remplisse mon calcul, et ainsi de suite. Hop. Ici, je veux que ça se déroule à l'enregistrement, mais pas à la modification. Admettons. Donc, du coup, voilà à quoi ressemble aujourd'hui ma liste avancée. Juste pour vous montrer. J'ai un libellé qui est en fait notre label sur les listes externes, une valeur particulière, jaune ou vert, et une valeur d'un nombre, 18 ou 26. Admettons, je peux tout à fait les modifier directement d'ici.
je veux plus que ce soit 18, je veux que ce soit 10, et ici, ce sera 5. Et finalement, c'est pas vert, mais c'est rouge. Admettons. Je quitte mon mode gris. Voilà. Je garde mes éléments, à savoir les colonnes en elles-mêmes peuvent soit être de type texte, soit être de type nombre. Hop. Pas du tout, j'étais pas encore dans ma liste avancée. Excusez-moi, j'étais encore sur mon push automatique. Veuillez m'excuser. Du coup, je vais vous montrer du coup de suite tac, ce qui se passe lorsque je saisis une donnée dans mon formulaire de type A. Hop, je choisis mon site. On est à Avignon. Hop. Je rentre à Avignon. 1 heure de début, 1 heure de fin. Tac. Et admettons, je choisis mon élément 1. C'est tout. Avignon 84. J'envoie ma donnée. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Pourquoi mon push ne s'est pas réalisé? Veuillez m'excuser. Information B. Utilisateur téléphone. Excusez, j'ai pas mis de condition. Automatique. Voilà. Ici, j'ai bien en fait justement une donnée du coup enfant, intervention de type B, qui a été créée, en fait, si vous voulez, donc dans mon autre formulaire, avec les informations que j'ai voulu lui pusher. C'est-à-dire aujourd'hui, sur ma donnée parent, j'ai plusieurs informations, comme vous pouvez le voir. Mais si je vais sur, du coup, mon formulaire de type B, eh bien, en fait, je vois que seules les informations que j'ai pré-renseignées, que j'ai indiquées comme étant à devoir toucher, ont bien été saisies dans cette donnée. Donc, sur son application, il y a une donnée pré-remplie qui est en attente du coup de validation. Et ici, du coup, vous pouvez voir en fait directement quelle donnée correspond le lien de parenté entre les deux données, concrètement. Voilà pour le push automatique. Après, vous avez plus d'informations si vous le souhaitez sur les tutoriels. C'est juste pour faire un tour d'horizon, comme on disait. Donc, voilà. La liste avancée maintenant. Alors, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Alors, on va enlever ça. On va en créer ensemble. Hop. Alors, je sélectionne du coup ma liste à mettre à jour. La liste avancée, donc elle fonctionne à ça. C'est ce que je vous montrais juste avant du coup. Donc, vous avez les éléments que vous allez sélectionner dans votre champ liste, qui sont donc le libellé, c'est-à-dire le label, et des références potentiellement, mais qui peuvent aussi être du coup des hiérarchies, si on essaie de comparer avec les anciennes listes. Une fois que j'ai du coup cette liste avancée, ici je l'ai sélectionnée puisqu'elle s'appelle liste avancée, hop, je sélectionne ce que je veux faire et je veux par exemple dire, eh bien en fait je veux mettre à jour ma liste avancée en fonction de la saisie qui a été faite. Donc il y a beaucoup d'utilisations en fait possibles, c'est-à-dire soit de la correction, par exemple, en fait je sélectionne un élément de liste et finalement j'autorise la modification dessus parce que par exemple si c'est une base de données client, en fait le numéro a changé, ou bien si c'est du stock, eh bien en fait il faut que j'ajoute ou que je décrémente une information. Voilà. Soit je peux choisir de modifier une liste, une ligne, pardon, soit je peux choisir d'ajouter du coup une ligne à ma liste directement du coup depuis ces automatisations-là. Ce qui évite du coup derrière de devoir récupérer l'Excel pour le modifier, pour le réimplanter et ainsi de suite. Donc ici par exemple, je veux modifier ma ligne. Quel est le champ dans mon formulaire qui contient cette liste avancée? C'est mon champ liste. Je valide. Maintenant, je vais créer mon mapping, c'est-à-dire que je vais faire le lien entre les champs de mon formulaire et les valeurs de ma liste. En l'occurrence, ma valeur texte, c'est-à-dire celle-là, je veux qu'elle soit remplacée par le champ couleur. C'est-à-dire que j'ai un champ aujourd'hui qui remonte cette valeur-là dans mon formulaire. Eh bien, je veux que si je change cette couleur, ça se change directement dans ma liste. OK.
Et en plus, je voudrais que ma valeur nombre, donc le nombre que je renseigne, que la valeur nombre, donc cet élément-là, se voit du coup incrémenté par mon champ de saisie. C'est-à-dire, je vais saisir un nombre à cet endroit-là et je veux que tu fasses plus dans ma liste avancée. Bien entendu, on retrouve en fait exactement les mêmes conditions qu'on avait sur le reste des automatisations. C'est-à-dire, à nouveau, je peux conditionner le fait que seules certaines personnes puissent modifier la liste. Je peux conditionner le fait que seulement si j'ai coché une certaine chose dans mon formulaire, je mets à jour ma liste. Voilà. Je choisis un petit peu avec mes différentes conditions. Ici, je veux que ce soit lors de l'enregistrement, par exemple. Je valide et je continue. Ici, vous avez du coup le récapitulatif. Il s'agit de la liste avancée qui s'appelle liste avancée. Je veux modifier une ligne. Le champ qui va la sélectionner, c'est le champ liste. Mon champ couleur va remplacer du coup ma colonne valeur texte et mon champ de saisie va incrémenter ma colonne valeur nombre. Et uniquement à l'enregistrement. J'enregistre. Ok. Tac. Je vais juste mettre celui-là en pause pour que... Bon. Alors, du coup, ici, si je saisis une donnée, à nouveau, du coup, choix du site. Voilà, on va à Tours aujourd'hui. 1 heure de début, 1 heure de fin. L'heure de fin est à 17 h. Voilà. Et ici, je vais choisir du coup mon élément de ma liste, c'est-à-dire celui qui est ici, élément 1 ou élément 2. Je choisis mon élément 1. Il s'avère que c'est jaune et finalement, en fait, je m'aperçois en voyant du coup la couleur, c'est pas du jaune, c'est du noir. Voilà. Et j'en ai 6 en plus. Admettons. Si j'envoie ma donnée, tac, j'ai une nouvelle donnée qui a été saisie. Je vois directement dans l'historique de ma donnée que j'ai mon intervention de type B, qui c'est ma liste avancée, c'est-à-dire le nom de mon automatisation de liste avancée, qui s'est bien déclenchée. Donc, si je vais ici et que j'actualise, hop, voilà, je suis plus bleu, je suis noir, et j'en ai plus 10, j'en ai 16. C'est-à-dire que j'ai fait plus 6 ici, et j'ai changé du coup ma valeur de texte. Donc, on met à jour comme ça, petit à petit. Voilà pour du coup la liste avancée, concrètement. Maintenant, on va passer au dernier, c'est-à-dire celui qui permet le plus en fait d'automatisation, mais vu que c'est en libre choix, entre guillemets, on ne peut pas prévoir pour vous. Donc le webbook, concrètement, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est utile? Alors, le webbook, en fait, c'est l'envoi de la définition de votre donnée en JSON. Ça veut dire quoi concrètement en français? Ça veut dire qu'on va envoyer du coup toutes les informations relatives à votre donnée vers un URL que vous aurez configuré ici. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si vous mettez justement une adresse vers laquelle en fait, vous souhaitez recevoir la définition de la donnée, et bien en fait, par la suite, vous allez pouvoir mettre en place vos automatisations derrière. Donc l'utilité de ça, c'est lorsque vous utilisez nos API, d'éviter en fait de venir chercher régulièrement s'il y a des nouvelles données, mais plutôt que dès qu'il y en a une nouvelle, eh bien en fait justement, vous allez pouvoir en être notifié. Là où c'est intéressant, c'est que au niveau du conditionnement, eh bien en fait vous allez pouvoir être notifié de à peu près tout. C'est-à-dire si une donnée est transférée, s'il y a une réception d'une donnée sur une application, si une donnée est enregistrée, si une donnée est modifiée, ou s'il y a par exemple une suppression de données. Bien sûr, à nouveau, vous avez toutes les conditions qu'on avait vues précédemment. Juste pour vous donner une idée. Ça, c'est si vous faites un petit peu justement du développement, vous allez avoir du coup, vous allez avoir du coup une adresse ici. L'adresse que vous avez ici, URL du coup de destination, vous pouvez soit la générer avec un intégrateur externe qui va venir attendre en fait la définition d'une donnée, donc ça peut être Zapier, Make, Power Automate, ce genre de choses, soit justement directement chez vous.
à une adresse que vous aurez paramétrée. Ici, pour que justement ce soit plus simple et plus accessible, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en fait de vous montrer comment est-ce qu'on va le créer sans en fait nous avoir à générer tout ça derrière. Alors, le but de notre cas d'usage aujourd'hui, c'est un petit peu justement de pouvoir lier plusieurs formulaires sur un seul et même Google Sheet, concrètement. Pourquoi un Google Sheet et pas un Excel? Parce que Google Sheet, du coup, il est en ligne. Donc, je peux directement les envoyer dessus. C'est beaucoup plus simple que via un Excel qui, du coup, serait en local. Hop, ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un Google Sheet qui me reprend, du coup, plusieurs informations. Il me récupère, du coup, les données de plusieurs formulaires avec le site, la date, le montant corrigé potentiellement, et est-ce que cette donnée a été modifiée ou non. Je vais peut-être juste zoomer un petit peu si vous ne le voyez pas. Voilà, on va faire comme ça. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Maintenant, ce que je veux, c'est j'ai créé un nouveau formulaire et je veux qu'il s'incrémente du coup sur cette Google Sheet où j'ai déjà en fait plusieurs formulaires qui redirigent des données grâce au webbook. Donc, on va juste le faire ensemble. Je vais vous présenter un petit peu justement à quoi ça ressemble sur Make et ensuite, on va l'expérimenter ensemble. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? J'ai un déclencheur, c'est-à-dire où je vais paramétrer, je veux que lorsqu'il y a une donnée saisie, je veux que tu viennes justement me l'ajouter sur mon Google Sheet. Derrière, je veux vérifier si le numéro de la donnée, mon data ID, celui-là, existe déjà, parce que s'il existe déjà, c'est que c'est une modification de ma donnée et pas justement une création de ligne. Hop, ici, du coup, soit l'idée n'existe pas et j'ajoute une ligne, soit je mets à jour, du coup, une ligne. Ce que je vous propose de faire, en fait, c'est qu'on va le faire ensemble. On va en créer un ensemble. Hop, voilà. Comment est-ce qu'on fait, du coup? Hop. Je crée un événement. Donc, je veux regarder sur Kiseoforms si, justement, j'ai un nouvel événement qui s'est produit. Comment est-ce que je fais? J'ai oublié de faire une petite chose, c'est qu'on a dit qu'on avait un nouveau formulaire. Donc, on va créer un nouveau formulaire. Bon, vu que j'ai fait mes tests avec type C, on va le modifier et on va l'appeler type D. Hop, on enregistre. Vous voyez que c'est les mêmes champs, hein, concrètement. C'est juste pour justement que vous compreniez un petit peu. Alors, donc j'ai mon formulaire type D qui a été créé. Maintenant, ce que je veux faire du coup dans Make, c'est que je veux créer du coup un nouveau webbook avec ce formulaire type D. Et je veux regarder quand une donnée est enregistrée ou quand une donnée a été mise à jour. J'enregistre. Voilà. Et là, vu qu'il est gentil, il a directement créé le webbook. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vais là, donc du coup dans mon formulaire de type D, et que je vais dans la configuration des automatisations, vous voyez que j'ai un nouveau webbook qui a été créé. Alors que techniquement, je viens justement, ça veut dire que la liaison a bien été faite. J'enregistre. Maintenant, je vais ajouter un nouveau module. Hop. Juste avant, je vais du coup regarder si ma valeur existe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas encore de valeur. Je vais la mettre dans intervention. Voilà, qui est du coup mon Google Sheet. Voilà, sur la feuille intervention. Voilà. Mais en fait, quand je vais vouloir filtrer sur ma donnée A, eh bien ici, en fait, je ne sais pas à quoi ressemble ma data. Donc, l'essentiel, lorsque vous, justement, vous utilisez le déclencheur webbook Kiseoforms sur Make, c'est toujours de run this module pour, en fait, on va lui créer une donnée exemple, en fait, si vous voulez. Donc, hop, on va saisir des données dans ce formulaire D avec un choix de site, une heure de début, une heure de fin, une liste hop, rouge, très bien. Voilà.
et on envoie. Voilà, là j'ai une donnée du coup qui a été créée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il a bien détecté du coup que j'ai une nouvelle donnée. Vous pouvez la voir ici, avec les champs, date, choix du site, et ainsi de suite. Et les différentes valeurs du coup de chacun. D'accord? Ce qui va nous permettre du coup ici, lorsque maintenant je vais regarder du coup mes lignes, en fait, ce que je vais faire, dans ma fiche intervention, ce que je vais regarder finalement, c'est est-ce que ma donnée A est égale à mon data ID en fait. Là, vous avez du coup tous les exemples, si vous voulez, hop, de chaque élément. Donc, ce qui m'intéresse moi, c'est lui, c'est-à-dire le data ID. Et je veux une occurrence, puisqu'en fait, je vais avoir à chaque fois une donnée. Voilà, c'est tout. Je veux juste regarder, est-ce que dans ma colonne A, celle-ci, mon data ID existe déjà. J'enregistre. Maintenant, je vais créer du coup mes deux possibilités, c'est-à-dire soit mon data ID existe, soit mon data ID n'existe pas. Option 1, label data ID existe. Condition. Mon nombre de bundles, du coup, lorsque j'ai cherché, est égal à 1. Ça, c'est si mon data ID existe. Si mon data ID n'existe pas, c'est que mon nombre de bundles est égal à 0. Hop. Donc maintenant, s'il existe, je veux modifier la ligne. On va le faire après hein, pour que vous puissiez voir. Donc, modifier ma ligne. Ça c'est OK, ça c'est OK. Donc, toujours, j'écris pas intervention. Dans ma fiche intervention. Row number, en fait, c'est celui qui aura été trouvé lorsque j'ai regardé. Donc ici. Hop. Est-ce que j'ai des en-têtes? Oui. Et maintenant, dans ma donnée A, eh bien, je veux les informations, du coup, de Kiseoforms. Donc, je vais le mettre à jour. Techniquement, le data ID, je n'ai pas besoin de le mettre à jour. Mais hop, on va quand même le sélectionner. Le nom du formulaire qui correspond, du coup, à mon formid. Le site qui, lui, est là. Donc, vous voyez que je vais chercher la valeur. Hop, voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce code-là. Vous voyez, l'exemple m'indique que Dijon est ici. C'est ce qui m'intéresse. Donc, je vais mettre Dijon. Ah, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ici. Dijon. La date est ici. Je vais chercher mon résultat. Je regarde, c'est celle-là. Mon montant, c'est mon calcul. Tarif. Hop. Mon montant corrigé potentiellement. Là, on est sur le data ID. Tac. Montant corrigé, non. Et modification, on est bon. Ah non, on est sur la mise à jour. Donc ici, s'il y a modification, je veux qu'il écrive modifier. Par exemple, dans ma colonne G. Hop. Là, on était du coup sur le premier. Mettre à jour. J'enregistre. Et ici, du coup, je fais la même chose, mais avec Google Sheet pour ajouter une ligne. Et en fait, je vais mettre exactement les mêmes informations. Intervention, qui n'écrit toujours pas. Et 2N. Voilà. Intervention complète dans intervention. Oui. Et donc, du coup, je viens chercher les informations de ma donnée. C'est-à-dire, du coup, donc, mon data ID, mon format ID,
mon site, tac, ma date, tac, mon montant, montant corrigé et modification. Du coup, montant corrigé, c'est une colonne interne à mon Excel, donc j'ai rien à mettre, et modification non, puisqu'il s'agit justement d'une création. Et là, du coup, on est bon. Je vais l'appeler, du coup, sheet forme D, par exemple. J'enregistre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier qu'il fonctionne. Donc, je vais faire run once. Donc là, il attend une détection. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens juste modifier du coup ma donnée. Hop. Et finalement, il ne s'agit pas de Dijon. On va en Guadeloupe, à Basse-Terre. Hop. Ma donnée a été enregistrée. Qu'est-ce que je vois ici, du coup? Même si, du coup, la première fois, j'ai eu mon make, puisque c'était quand on a fait l'essai, là, à la modification, à nouveau, j'ai eu une mise à jour. Qu'est-ce qu'il a fait, du coup, lui? Regardons. Il en a trouvé une nouvelle. Il a trouvé que c'était cette donnée. Il a regardé est-ce qu'elle existait. Nombre 0, puisqu'en fait, je ne l'avais pas encore mise ici. Donc, il est parti sur data exit. Qu'est-ce qui se passe? Bon, techniquement, je me suis trompé dans les filtres. Total number 1. Ah bah oui, forcément, Julien. Alors, on fait un clic droit, c'est normal. Vous voyez, les petites erreurs. On va le modifier, forcément. Ici, c'est égal à 0, bien entendu. On enregistre. Puisque s'il n'est pas trouvé, c'est que je n'ai pas eu en fait de résultat quand j'ai recherché ma ligne. On reprend. Je relance. Hop, je retourne dans mon historique. Je modifie, j'enregistre, juste pour hop, le déclencher correctement. Là, j'ai bien un 1, un 1, un 1 et un 1. Donc, techniquement, ma donnée voilà, de Basse-Terre s'affiche ici. Donc, ce qui veut dire que d'un nouveau formulaire, ben, j'ai rajouté du coup sur les anciens. Donc, hop. Qu'est-ce que ça va me permettre tout ça? Ben, en fait, ça va me permettre justement, si j'ai plusieurs webbooks qui sont actifs sur plusieurs formulaires, et ben, en fait, de tout condenser à un même endroit. Et du coup, sur mon bilan, si ici, du coup, je mets mon nouveau formulaire, voilà, type D, et ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il vient automatiquement me dire, ben, il y a ce nombre de catégories. Ça me permet un petit peu d'avoir un panel un petit peu plus justement précis que l'historique par formulaire, du coup, ne me permet pas, par exemple. Il y a juste 2-3 petites choses à savoir si justement on utilise Make pour faire cela, par exemple. La première, il faut bien penser à toujours run this module, donc clic droit, run this module only, quand vous utilisez le déclencheur, justement pour bien avoir en fait l'ensemble des éléments qui sont constitutifs de votre donnée pour pouvoir les utiliser dans la suite de votre scénario. La deuxième chose, si vous utilisez le plan gratuit de Make, vous ne pouvez avoir que 2 scénarios actifs simultanément. Donc, que 2 formulaires qui rejoignent du coup dans un Excel. Et la troisième, il faut juste faire attention. Ici, du coup, quand vous êtes dans vos scénarios, vous avez du coup la liste. Quand vous êtes dans vos scénarios, vous pouvez, donc c'est là où vous avez 1 ou 2. Vous pouvez en avoir du coup 2 actifs, mais même s'il n'est pas actif, ce qui va se passer, c'est que moi, mon webbook, ben, en fait, il s'envoie quand même. Donc, il faut faire attention à ça. Vous n'aurez pas forcément le bon élément ici dans l'historique. Voilà. Du coup, pour cette première partie, ce premier cas d'usage, en gros, agrégation, comment est-ce que ça se passe? Voilà.
comme on vient de le voir, c'est-à-dire du coup avec toute cette partie-là. Donc, je regarde si j'ai un événement avec le Watch Data Event. Je cherche si ma ligne existe. Soit elle n'existe pas, soit elle existe. Si elle n'existe pas, j'ajoute une nouvelle ligne. Si elle existe, je mets à jour. C'est tout. Voilà. Si vous voulez qu'on modifie, bon, on le fera après. On va le faire de suite. Je vais juste vous montrer quand même. On va modifier cette donnée-là, qui du coup maintenant est déjà à l'intérieur. Et finalement, ce n'était pas à Basse-Terre. C'était en Martinique. Voilà. Je me suis trompé d'île. Je l'envoie. Ah, il n'est pas actif, donc ça ne fonctionnera pas. Hop. Je vais faire un D. Voilà. On va dedans. Run once. Hop. Modifier. Tac. Envoyer. J'ai bien Fort-de-France. Est-ce que c'est bien à jour? Là, ça s'est bien déclenché et il a trouvé qu'il fallait le mettre à jour. Donc, dans mes interventions, voilà, il a changé pour Fort-de-France et il me l'a mis en modifié. Donc, tout va bien. Maintenant, la dernière partie, du coup, la deuxième partie, pardon, de notre webinaire, il s'agit un petit peu de justement regarder ce qui se passe pour envoyer un mail automatiquement toutes les semaines, admettons. Voilà, on regardera. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus exactement dans la même condition, c'est-à-dire à la place de regarder s'il y a quelque chose qui se passe sur Kizeo Forms, eh bien cette fois, je vais lui demander des choses en lui disant il faut que tu me donnes toutes les informations qui ont été saisies pendant ce laps de temps, concrètement. Donc, notre déclencheur, ce n'est pas le fait de regarder s'il y a une activité sur une donnée, c'est justement potentiellement un jour de la semaine ou autre, hein, bien sûr, à une heure précise qui doit déclencher justement un appel API. Alors, qu'est-ce que c'est un appel API concrètement? C'est justement quand vous allez effectuer une requête, donc en utilisant les web services, pour dire « donne-moi des informations » ou « je demande à récupérer ça ». Alors, ici, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise en fait une requête qui vous permet de trier un petit peu. Donc, pour bien vous présenter du coup la configuration de ce scénario, ce que je vous propose, c'est juste de faire une petite aparté pour vous montrer un petit peu l'ensemble des requêtes qui existent. Donc, le Swagger, qui les reprend toutes, concrètement. Le but, lorsque vous utilisez nos web services, c'est justement de récupérer des données en fonction du coup de ce qui aura été saisi ou autre. Vous avez la possibilité du coup de demander des exports de ces données, les exports soit individuels, soit multiples. Lorsque vous demandez des exports individuels, ou multiples d'ailleurs, vous avez besoin du coup du data ID, c'est-à-dire de ce numéro-là. Ce qui se passe du coup, c'est que vous devez forcément être mis au courant qu'il y a un nouveau data ID qui a été créé. Pour cela, du coup, soit on utilise les webhooks qu'on a vus jusqu'à présent, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle donnée qui est enregistrée, on vous en notifie à l'URL que vous aurez paramétré, soit on utilise du coup ces requêtes-là. Les requêtes Data Advanced, Unread et Mark as by Action. Comment est-ce que ça fonctionne? Concrètement, la requête Get Unread permet de récupérer toutes les données que vous n'aurez pas taguées. Quand je dis taguer, ça veut dire qu'en fait, vous mettez une étiquette sur la donnée en disant « elle, je ne l'ai pas traitée » ou « je l'ai traitée ». Donc, en fait, quand vous récupérez les unread pour une action donnée, eh bien, en fait, vous allez récupérer toutes celles qui n'ont pas le tag que vous voulez. Du coup, derrière, le but, une fois que vous les avez, c'est de venir modifier les données en disant celle-là, maintenant, je leur applique ce tag-là. Et du coup, derrière, la semaine d'après, vous fonctionnez unread, puis je marque les données que j'ai reçues, et ainsi de suite, à chaque fois que je veux continuer. Donc, en fait, vous utilisez celle-là en boucle, concrètement, pour le faire.
Si vous avez besoin de faire une recherche spécifique sur un data ID, c'est celui-ci qu'il faudra utiliser. Là, en ce qui nous concerne, nous, on veut la liste des données qui va être filtrée par date, puisque ce que je veux, c'est celle de la dernière semaine. Pour un hebdomadaire, concrètement, il me faut celle de la dernière semaine. Donc, la requête que je vais utiliser, c'est celle-ci, en méthode POST Data Advanced. Donc, ici, c'est ce que vous voyez. Je mets le numéro de mon formulaire, Data Advanced. Si on met par exemple le nouveau formulaire qu'on a créé, l'URL d'un formulaire, elle est disponible soit ici, l'URL, le form ID, il est disponible soit ici, en cliquant dessus, soit ici, dans l'URL. Donc là, je le prends, et je vais changer pour le mettre ici. Voilà. Ce qui veut dire du coup que je vais requêter, du coup, avec mon filtre date de réponse inférieure ou égale à une dynamic date, c'est-à-dire moins 7 jours. Donc, je vais récupérer tout ce qu'il y a, si vous voulez, dans les 7 derniers jours. J'enregistre. Il peut y avoir plusieurs données. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque je vais faire cette commande-là, eh bien, en fait, je vais potentiellement récupérer plusieurs data ID avec toutes les définitions de toutes les données qui sont concernées. Donc, forcément, je vais avoir une liste en fait, de données qui peut être très conséquente. Donc, ce qui m'intéresse, moi, à l'intérieur, c'est uniquement le data ID, en fait, c'est-à-dire la valeur qui est sélectionnable, qui est l'une des valeurs que je récupère lorsque je fais mon appel API. Je veux récupérer uniquement cette valeur-là. Et ce que je veux en faire, pourquoi est-ce que je veux faire ça? C'est qu'en fait, je veux les mettre toutes les unes à la suite des autres. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que dans mon Swagger, si je veux récupérer justement un Excel, un CSV qui contient en fait plusieurs données, c'est-à-dire toutes les données de ma semaine, eh bien en fait, il va falloir forcément que je mette toutes mes data ID les uns derrière les autres. Donc ici, je demande à ce que justement, ils me mettent toutes les data ID les unes derrière les autres. Du coup, lorsque je vais faire mon appel API ici, on remet le même formulaire en méthode POST avec justement toutes les data ID qui auront été trouvées grâce à cet outil-là. J'enregistre. Et derrière, du coup, je l'upload, mais pour le plaisir, entre guillemets, c'est juste pour avoir le document de mon côté. Et derrière, je l'envoie par email. Ça, comme ça, on est sûr. Je vais juste vous faire, du coup, une petite démonstration. On va saisir peut-être une deuxième donnée dans l'intervention type D. Juste pour qu'on en ait deux, que vous puissiez voir un petit peu. Hop. Allez, on va dans le grand test, cette fois, à Colmar. Heure de fin, 13h43, 2h, voilà. On choisit notre deuxième élément, on en met 3, et on envoie. OK, donc j'ai bien deux données, la 74 et la 90. Si maintenant, tac, j'essaye du coup de lancer ça, est-ce que là j'ai bien mis le bon? 0,98, 0,98, oui, ici, 0,98. Forcément, si je demande dans une requête d'obtenir des data ID, mais que ce n'est pas les bons derrière que je veux mettre dans le CSV, ça risque d'être compliqué. Hop, et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, lorsque j'ai fait mon appel API, j'ai eu du coup deux données, lesquelles sont l'ID 490, excusez-moi, et l'ID 974, qui sont du coup ces deux-là, 974, 490. Donc, j'ai bien récupéré mes deux données. C'était pas celui-là, pardon. Ici, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, en fait, j'ai décidé de reprendre du coup ma variable qui est en fait le data ID, et il m'a bien pris du coup les deux pour les mettre l'un à la suite de l'autre, séparés par une virgule. Ici, du coup, voilà ce qu'il a envoyé, c'est-à-dire en fait exactement ce qu'il faut envoyer ici. Je l'ai paramétré comme ça, hein, donc c'est exactement ce qu'il a envoyé. Donc, ce qu'on a reçu, c'est une valeur de CSV.
Ici, on l'a déposé sur le drive. Donc, normalement, pas du tout. Mon drive ici. Le 12 juin à 9h44. Bah, ici, 11h44, puisque c'est l'heure forcément GMT. Et ici, j'ai bien reçu mon mail avec du coup mes informations. Voici les données de la semaine cordialement. Et si je l'ouvre, vous voyez que j'ai bien Martin Jean qui a saisi une donnée aujourd'hui à 11h25 et à 11h44 pour Fort-de-France et Colmar avec les informations. Si vous souhaitez, vous pouvez choisir du coup ici dans la configuration de l'export du coup du CSV d'ajouter les en-têtes, tout simplement, pour que derrière, il m'exporte correctement avec le CSV. Et je pense qu'on est bon. Juste au niveau du Swagger, pour reprendre un petit peu, vous avez la possibilité de l'utiliser également, en fait, comme centre un petit peu de requête directement. Donc, si par exemple, je veux obtenir la version PDF de ma donnée qui est ici, eh bien, en fait, je la prends, 974. Je vais dans mon Swagger. Hop, il s'agit de cette donnée-là. L'ID de mon formulaire, je le récupère et je le mets ici. J'exécute. Et hop, je peux directement télécharger du coup mon intervention avec les informations que j'ai. Bon, là, ce n'est pas une intervention. C'est pas une intervention FIFOL, mais bon, voilà. Vous saisissez l'idée. Si jamais, je vous donne quand même l'information, si jamais justement, alors on va aller sur le type D, c'est celui-là qui y est. Ici, vous avez du coup l'identifiant de l'export. Pourquoi? Parce que vous pouvez vouloir utiliser du coup le Swagger pour potentiellement récupérer votre donnée, mais avec un export ID, c'est-à-dire à travers un modèle particulier. Ici, je vais à nouveau. Hop. Voilà, ID of the form. Tac. Et voilà. Et si j'exécute, voilà, j'ai mon document. Bon, il ressemble très honnêtement à l'autre, hein, puisque j'ai juste pris le document pour le mettre de l'autre côté. Vous ne voyez pas, mais le voilà. Voilà. Donc le Swagger, concrètement, ça peut vous servir également donc, à faire des petites requêtes comme ça vers votre compte, concrètement. Forcément, si vous n'avez pas de droit sur certaines données, eh bien, vous ne pourrez pas requêter certaines choses dessus, bien entendu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut passer à présent aux questions. Si jamais, je vais juste remettre ça, mais normalement, on est bon. Alors, les questions. Tac. Donc, normalement. Alors, on va les prendre petit à petit. Ah, pas de connexion possible avec SharePoint. Concrètement, aujourd'hui, la manière en fait de lier SharePoint justement avec Isioform, c'est en passant justement par ces API, par nos API. Il n'y a pas de connexion directe avec SharePoint. Quand vous dites une connexion Dropbox à un compte Kizeo, vous parlez du compte Kizeo entreprise ou utilisateur? Non, effectivement, la configuration du compte Dropbox en lui-même s'effectue. Je ne peux plus passer sur mon ordi. Ah. Ok, j'ai cliqué 2 fois, désolé. Lorsque vous êtes du coup dans la... Voilà, vous avez en fait une... Lorsque vous créez en fait vos intégrations, ici, vous pouvez lier directement votre compte Dropbox. Donc, il s'agit bien d'un compte Dropbox pour l'entreprise et non pas d'un compte Dropbox par utilisateur, par profil du coup utilisateur. Alors, le stockage de documents n'est pas présent sur notre environnement. Est-ce que c'est à venir ou il devrait être présent maintenant? Le stockage de documents, si vous faites référence du coup à Kizeo Vault, il faut normalement, vous avez reçu un mail en tant qu'administrateur, mais si jamais
vous en avez besoin, vous pouvez directement nous contacter, nous envoyer un mail et on vous l'active dans la foulée. Il n'y a pas de problème. Voilà. Formulaire AEB porte le même nom de saisie. Alors, ici. Il faut à ce moment, le formulaire AEB porte le même nom de saisie. Je pense qu'il s'agit du push automatique entre deux formulaires. Du coup, non, ils n'ont pas besoin d'avoir le même nom. Par contre, il faut que ce soit le même type. C'est-à-dire, si j'ai un champ de saisie dans mon formulaire A, je ne pourrai pas remplir du coup un champ calcul ou un champ date, forcément. Donc, il faut que ce soit le même type de champ des deux côtés. Alors, bonjour, pourquoi je n'ai pas la même interface pourtant sur l'ordinateur, ni accès à Dropbox, ni au reste? Quelqu'un pourrait m'aider afin de suivre le webinaire? Alors, je suis navré, du coup, je viens de voir la question. Si vous n'avez pas la même interface, c'est peut-être parce que vous êtes chef de groupe et qu'il vous manque certaines informations. Contactez-nous directement et puis on va regarder directement. Voilà, désolé. Alors, sur les listes avancées, on est limité à 25. Est-ce provisoire ou il y aura une augmentation du nombre de configurations? Alors, effectivement, les listes avancées aujourd'hui, c'est limité à 25 configurations par formulaire. Ce que vous pouvez... Alors, c'est amené à évoluer, oui. Je ne sais pas si dans ce sens-là, c'est-à-dire que lorsqu'on les a sortis, il y avait un nombre de lignes qui a été depuis étendu. Est-ce que le nombre de configurations va être amené à augmenter? Très honnêtement, je ne sais pas. Mais vous avez en fait un bouton feedback lorsque vous êtes dans les listes avancées qui vous permet en fait justement de faire des demandes. Vu que c'est une version bêta, en fait, n'hésitez pas à le faire justement parce que ça part directement vers les développeurs. Voilà. Alors. Bonjour, est-il prévu de pouvoir ajouter et modifier des listes avec davantage de champs que les champs texte ou zones de texte? Alors, vous pouvez utiliser d'autres champs, c'est-à-dire que les champs références, par exemple, vont pouvoir, les champs calcul vont pouvoir modifier aussi des colonnes. En fait, c'est juste que vous avez une colonne, un type de colonne texte et un type de colonne nombre. Donc, il faut forcément que ce soit des champs qui soient reliés à ça, si vous voulez. Voilà. Hop. Alors, quels sont les champs possibles qui peuvent mettre à jour la liste avancée? J'ai eu un calcul qui fait du texte qui n'était pas proposé pour la mise à jour. Oui, parce qu'en fait, justement, vu que c'est un calcul, il est initialement interprété comme étant, du coup, un calcul, donc un nombre. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas proposé pour alimenter une colonne où il y a du texte. Voilà. Donc, à aujourd'hui, à nouveau, il faut juste en faire la demande et en espérant que, justement, ça soit mis en place. Je n'ai pas de solution pour ça aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr de saisir. Salut, est-ce qu'il existe un formulaire pour l'intégrer directement sur l'ICL, par exemple, afin d'automatiser la saisie? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais la chose à laquelle ça me fait penser, il s'agit du deep link qui vous permet en fait d'avoir un lien que vous envoyez à vos utilisateurs ou quoi que ce soit et qui contient des champs pré-remplis. Le deep link, en fait, vu que c'est uniquement un lien, il va ouvrir l'application Kiseoforms à un formulaire particulier en pré-remplissant certains champs. Donc, vu que c'est un lien, vous pouvez tout à fait le mettre sous forme de QR code, par exemple. Donc, vos utilisateurs, lorsqu'ils flashent un QR code particulier, eh bien, en fait, ils vont se retrouver avec leur application qui s'ouvre sur un formulaire particulier avec des champs qui sont pré-remplis. J'espère que c'était bien ça la question. Sinon, n'hésitez pas justement à revenir vers moi. Ok. Alors après... Alors, est-ce qu'on peut configurer l'URL pour qu'elle aille chercher une balise de champ type intervention ou autre qui est dans le formulaire? Alors, l'URL des webhooks, à nouveau, c'est une URL qu'en fait, c'est vous qui la créez pour venir justement la renseigner dans Kiseoforms. C'est à cet endroit qu'on doit faire ça. Donc, il est compliqué en fait de mettre des balises directement dedans, vu qu'elle est générée de votre côté, en fait. Ce que vous avez la possibilité de faire à la limite, c'est d'identifier
en utilisant les clés d'entête qui sont en dessous, de mettre des clés potentiellement pour que ça puisse rediriger vers le bon endroit. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Alors, attendez. Hop, voilà. Je vais juste vous montrer vite fait ici. Ça peut en intéresser effectivement plusieurs. Lorsque vous êtes là et que vous configurez en fait un nouveau webbook, vous avez la possibilité, voilà, ici de mettre des clés avec une valeur. Donc peut-être que en mettant à la limite le numéro du formulaire ou ce genre de choses, ça pourra peut-être aiguiller de votre côté si tous les webbooks ont vocation à avoir la même URL derrière, effectivement. Ok, alors. Bonjour, peut-on automatiser des listes externes pour ne pas avoir la mettre à jour manuellement? Alors, l'automatisation en fait de listes externes, elle se fait via là. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez mettre en place, si vous voulez, une automatisation qui fait que vous récupérez du coup la définition de votre liste, donc tous les éléments, et ici, du coup, pour la mettre à jour. Donc, vous allez recoucher tous les éléments. Les listes externes, attention, parce que pour vos utilisateurs, il ne faut pas faire ça tous les jours. Les listes externes, elles se rechargent entièrement sur l'application de vos utilisateurs. Donc, dès que vous la mettez à jour, eux, lorsqu'ils ouvrent leur application, la liste est à nouveau retéléchargée. Donc, attention à ne pas le faire tous les 4 matins. OK. Après. Tac. Ici. Avec Webbook, peut-on conserver la possibilité de l'envoi séparé de la ligne d'enregistrement et des images? Alors, non. Puisqu'un webbook enverra du coup uniquement les informations. Le truc, c'est que dans ce qu'il vous envoie, dans la définition, vous avez en fait l'information de l'image. Vous avez si on regarde, non, il n'y a pas d'image dans les exemples que j'ai faits, mais vous aurez en fait le code de l'image et derrière, vous pourrez utiliser du coup la requête qui correspond pour le téléchargement du coup du média. Voilà. Hop. Bonjour, hormis par le webbook, est-il possible de connaître les formulaires supprimés? Alors, les formulaires supprimés sont sur Kizeo Forms, sur la gauche, quand vous allez dans Paramètres Kizeo Forms, vous avez Outils, puis Afficher les formulaires supprimés. Si votre question concerne en fait les données supprimées, alors non, il n'est pas possible de le savoir. Voilà, désolé. Nous, on les a. C'est-à-dire qu'on les garde pendant un certain temps, justement, au cas où vous avez fait une erreur. Donc, si jamais il y a une donnée que vous êtes persuadé d'avoir et que vous ne trouvez pas, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail. Moi, je regarde, j'essaie de la trouver et je vous la restaure si vous êtes bien administrateur et que vous m'en faites la demande. Voilà. Alors, est-ce qu'il est possible de combiner les formulaires à une date, par exemple mensuelle, et recevoir un export par mail? L'idée serait d'avoir un récap avec une automatisation permettant de recevoir les données. Non. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu là juste avant dans le Swagger, lorsqu'en fait je fais une requête pour avoir plusieurs données dans un seul fichier, eh bien en fait je suis obligé de mettre le form ID, donc le numéro du formulaire. Donc je ne peux pas, en fait, si vous voulez, les données, elles sont à l'intérieur de leur formulaire, donc je ne vais pas pouvoir récupérer les données de l'ensemble d'un formulaire, sauf si je fais l'intégration qu'on a vue tout à l'heure, du coup l'automatisation où on compile du coup toutes les informations dessus. Après, il est tout à fait possible en utilisant Make de dire, en fait, je veux avoir un export de toutes les dates qui sont comprises dans ma colonne D entre le temps et le temps, recevoir un export, et du coup, là, vous aurez tous les formulaires. Voilà. Alors, question RGPD. Existe-t-il une solution automatique pour supprimer les données personnelles à partir d'une certaine date d'enregistrement? Aujourd'hui, non. La base active, en fait, l'ensemble des données qui sont sur vos formulaires est considéré comme étant base active.
Si vous avez besoin de les supprimer parce que pour archivage ou mise en place d'une base intermédiaire, à ce moment-là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est soit vous créez en fait une copie du formulaire et vous retirez les accès sur l'ancien, ce qui fait que les utilisateurs n'ont plus accès à ces données-là. Donc vous créez en fait, vous réduisez, si vous voulez, l'accès, mais les données sont toujours visibles pour les administrateurs, par exemple. Soit la deuxième option, c'est effectivement d'utiliser l'API pour venir en fait les écraser potentiellement. C'est mon combat. Je vais essayer justement de mettre ça en place quand même. Donc, même si je vous réponds non, je voulais quand même répondre à cette question parce que j'aimerais bien que justement ce soit mis en place. Je ne connais pas les aléas techniques au niveau du développement pour le faire, mais j'aimerais bien que ce soit mis en place à un moment. Alors, le webhook est-il compatible avec d'autres solutions d'intégration? Oui, en fait. À partir du moment où vous avez une solution d'intégration qui permet en fait de générer un URL vers lequel vous pouvez envoyer du coup des données, vous avez juste à générer cette URL et à l'inscrire sur Kizeo Forms. Peut-on envoyer des données dans un Notion? Normalement, oui. Notion est ouvert, donc vous pouvez tout à fait le mettre. Il doit y avoir une solution pour créer des webhooks avec, pour que justement les données aillent directement dedans. Alors, peut-on faire des exports automatiques dans données par rapport à un Excel list que nous avons personnalisé? Tout à fait. En fait, la partie, le Swagger, en fait, vous voyez que justement, alors, vous ne voyez pas, donc excusez-moi. Ici, en fait, vous voyez, vous avez CSV ou CSV Custom. En fait, le CSV Custom, c'est celui que vous aurez mis en favori. Alors, ça c'était quand je vous montrais. Configuration des exports. Voilà. Si en fait vous ajoutez un nouvel export, voilà. Ben oui. Voilà. Il passe en fait, si vous voulez, voilà, en favori. Et du coup, lorsque vous allez utiliser la requête CSV Custom, en fait, vous allez obtenir celle-là. Voilà. Pour justement l'Excel et le CSV, ce sera uniquement le favori. Vous n'avez pas d'export ID pour cela. Hop. Effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail de cela. Alors, je vais vous montrer du coup de suite. J'en suis navré. Je voulais le faire. Hop. Lorsque vous êtes en fait ici, dans le module mettre un email, pardon, la question c'était justement où est-ce qu'on configure du coup le corps en fait du texte. C'est ici, dans le contenu. Vous avez ici, c'est l'objet, du coup, l'objet de votre email. Ici, c'est le destinataire. Ici, vous avez le contenu. Bonjour, voici les données de la semaine, cordialement. Le BR, c'est pour revenir à la ligne. C'est la balise pour revenir à la ligne. Et ici, du coup, vous vous occupez du coup de votre pièce jointe. Voilà, concrètement. Navré. Alors, peut-on récupérer des données sur les formulaires même s'il n'y a pas de données saisies? Exemple, ce formulaire est accessible à tel groupe utilisateur. Alors, ici, vous avez en fait là, lorsque vous utilisez du coup List All Forms, vous avez justement les options, mais vous n'avez pas les accès. Non. Vous n'avez pas les accès et dans le groupe non plus. Du coup, la seule chose qu'il faudra faire, c'est nous envoyer un mail pour qu'on puisse, nous en fait, on a des requêtes autres que celle-là également. Et normalement, on doit pouvoir vous envoyer du coup quel groupe a accès à quel formulaire. Donc, envoyer un mail en tant qu'administrateur, on vous l'enverra. Voilà. Tac. Peut-on paramétrer des envois mail par rapport à des listes avancées dans Kizeo ou faut-il passer par des requêtes API et Make?
Non, non, l'envoi des scénarios de mail se fait naturellement, même si vous avez des conditions qui sont sur la liste avancée. Il n'y a pas de problème. Il faut des droits particuliers pour faire des automatisations par mail. Je ne vois pas l'intégration sur mes accès. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Les scénarios de mail sont disponibles dans les options du formulaire. Du coup, là, c'était un mail particulier puisque c'était un mail qui regroupait tout, donc qui ne se déclenche pas avec un événement sur une donnée. Mais les scénarios de mail directement dans Visio Forms sont envoyés justement directement. Je ne suis pas sûr de comprendre la question du coup. Désolé. Alors, tac. Oula, je suis navré. Il est déjà du coup 12h06. Je pense qu'il va falloir mettre un terme aux questions. J'en suis désolé. Je vais essayer du coup de répondre à tous, au moins de vous envoyer un petit mail pour qu'on puisse au besoin échanger. Et voilà. Je suis désolé. C'est la fin. Merci à tous d'avoir suivi en tout cas du coup le webinaire. Hop. Comment je fais mon... Vous avez du coup le centre d'aide si jamais pour vous aider et n'hésitez pas du coup à laisser du coup des avis sur Trustpilot, l'App Store, le Google Play, Google, tout ce que vous pouvez. Il n'y a pas de souci, on est preneur. Voilà, si jamais vous avez besoin du coup pour envoyer notamment les mails, là normalement je pourrais récupérer les questions auxquelles j'ai pas pu répondre, mais si jamais vous avez besoin qu'on discute d'un projet ou quoi que ce soit, n'hésitez pas du coup à nous contacter directement. Voilà, très bonne journée à tous.